bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à la deuxième édition du concours rhétorique de Jurisdictio. Nous sommes Marc et Jonathan du comité de l'AEDM et on salue également le comité Elsa Lausanne avec qui nous organisons cet événement. Chers amis étudiants, chers camarades, chers collègues, vous êtes fatigués aujourd'hui, les cours sont terminés, vous en avez marre de ces bâtiments déprimants, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'être chez vous. Mais il vous reste quand même encore une petite envie de rire, et même, pourquoi pas, de voir deux bons amis se faire défoncer par un jury de spécialistes. Permettez-moi de vous dire que vous êtes au bon endroit. Mesdames et messieurs, je le sais, vous êtes venus voir un orateur, vous êtes venus voir un humoriste, un artiste du verbe, un véritable beau gosse, un homme qui, à l'âge de 2 ans, a frôlé la noyade au sud de la France. En somme, vous êtes venus pour la même personne, moi. Trêve de plaisanterie, je saisis l'occasion pour excuser le professeur Papot qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Mais vous êtes tout de même là et ça nous fait vraiment plaisir. Ça montre votre intérêt pour le côté assez théâtral du droit. Et on vous remercie pour ça. Donc, je suis bien conscient que vous vous réjouissez beaucoup de la suite. Donc on va tout de suite présenter les différents protagonistes. Et voilà, pour commencer, il est à ma droite. Il a sans hésiter accepté de remplacer le professeur Papot. Il est étudiant en 3e année bachelor de droit. L'année passée, il nous avait tous surpris en détrônant le roi, le grandissime professeur Papot. Depuis cette victoire, selon ses dires, il aurait reçu des dizaines et des dizaines de demandes en mariage et de partenariats enregistrés. Je vous demande d'applaudir bien fort Mathieu Rochard. À ma gauche, il est grand, il est fort, il a du mérite, mesdames et messieurs, pour avoir accepté le challenge de ce soir. Il est étudiant en 3e année de bachelor et il est le gagnant des sélections. Je vous demande d'applaudir très fort Albert Habib. Et puis alors, le jury que vous voyez là, eh bien, aura la tâche on ne peut plus difficile de commenter, de critiquer les deux principaux orateurs en nous disant ce qui leur a plu, mais à mon avis plutôt ce qui leur a déplu. Mais nous allons présenter ce jury qu'une fois que les deux principaux protagonistes se seront exprimés. Et donc, nous verrons que c'est Albert Habib qui commencera juste une petite minute parce que Marc va nous expliquer comment on va se dérouler cette joute. Alors, chaque partie aura un tour de rôle d'une 15aine de minutes pour s'exprimer. Donc, je rappelle le thème sur lequel les deux plaideurs s'affronteront ce soir. L'orateur est-il un séducteur? Alors, j'ignore ce que vous répondriez à ce thème, mais avec Jonathan, on s'est posé un peu la question, puis on arrivait à une certaine conclusion à propos de Maître Marc Bonan. Ouais, vous savez que Maître Marc Bonan est venu ici faire une conférence il y a de ça à peine quelques semaines. Et puis, il a quand même réussi, je dois dire, à séduire une membre du comité de la EDL. Et tout ça en lui demandant de l'appeler papa. Donc à mon avis, orateur et séducteur sont très liés. Toujours est-il que les deux hommes ici présents, vous en conviendrez, n'ont l'air de rien. Ils ont même un physique plutôt étrange, étonnant. Et pourtant, peut-être vont-ils réussir à vous séduire, mesdames et messieurs. C'est ce que nous verrons. Albert, est-ce que tu es prêt, le micro est allumé? Alors? Oui, Albert Habib. Bonsoir. Bonsoir. Cher jury, cher comité, cher Elsa aussi, cher Arline, très cher Mathieu. Tout d'abord, j'aimerais savoir un peu les forces de ce public. Y a-t-il des étudiants en droit dans la salle? Juste levez un peu vos mains pour que je le voie. S'il vous plaît. Ouh là là, mais c'est merveilleux, vous êtes si nombreux. N'ayez crainte, l'année prochaine vous serez beaucoup moins. Est-ce qu'il y a par hasard des écoliers d'HEC? Moi j'en vois, manifestez-vous, n'ayez pas peur, allez, levez vos mains. Ah, quand même quelques rescapés. Je
Je pensais que vous iriez tous à la conférence de 120 secondes, étant plus accessible ou commensurable aux facultés cognitives. Mais ne partez pas, vraiment, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous nous serez utile pour une fois. Merci d'avoir réservé les places à l'avance, c'est sur Ticket Corner. On va inscrire 2 chiffres, je vous ai fait venir pour ça. On va inscrire 2 chiffres au tableau. Qui on dévoilera leur signification au fil de la discussion. Donc un premier, c'est 110 880, non, ça ne vous dit rien pour l'instant. Et le deuxième, 70%. Bon, les étudiants de droit, n'ayez pas peur. Il aime le spectacle. On les expliquera. Cher jury, habituellement mes mots seraient remplis de tendresse, de douceur, d'affection. Mais aujourd'hui, on m'attribue un rôle, celui de l'orateur, et par conséquent, j'abuserai de ce pouvoir. Mon ironie, mon humour noir viendront obscurcir cette salle, normalement illuminée, non pas par les idées, parce que c'est quand même l'auditoire des premières années, mais par l'aura que créent ces néons, une halogène qui est ce rétroprojecteur. Donc je vous prie, cher jury, d'accepter ces quelques douceurs pour parer à l'amertume de mon discours. Je vous laisse les déguster. Et puis, Nina, ma chère Nina, c'est vrai, Marc t'a séduit. Marc est bon. Je veux pas que tu m'appelles papa. Albert suffira, mais aujourd'hui tu m'as fait un si beau sourire que pour toi aussi, il y a quelque chose. On va continuer avec les remerciements. J'ai encore 200 personnes à remercier. Je remercie particulièrement l'AEDL et Elsa pour cet événement. Alors l'AEDL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'association des électriciens de Lausanne, chargée de vous mettre au courant des événements à venir. Alors ils passent avec une récurrence difficile à exprimer en mots, alors je préfère vous en donner une image. Ils apparaissent dans les auditoires chaque immatriculation au registre foncier de servitude de conduite non apparente, ou pour les plus économistes d'entre vous, chaque fois qu'un de vos modèles financiers se réalise. Le dernier fut néolithique. Et ils ont comme leitmotiv de soirée un concept très avant-gardiste. Ils louent des endroits très spacieux, très volumineux, qui laissent aussi épurés que possible, pour ne pas dire vide, où le dialogue est aisé, enfin, je les complimente, où le monologue est aisé, vu le nombre de personnes présentes à leur soirée. Leurs membres du comité y sont notoires, et parmi eux figure un des organisateurs de cet événement, il le sait que je vais parler de lui, Monsieur Rutschmann. Monsieur Rutschmann, la politesse veut que quand on s'adresse à vous, on se lève, déjà pour que tout le monde vous admire. Vous aussi, vous êtes un charmant garçon. Et je trouvais juste qu'on explique comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, finalement, pourquoi je me suis inscrit. Je vais vous raconter cette petite histoire. C'était un matin grisâtre et brumeux, un matin ordinaire à l'UNIL, vous me direz. J'étais un peu à l'avance, et je vis au loin ce charmant garçon. Je m'approchais, il était triste, désabusé. Hypocritement, je lui demandais ce qui n'allait pas. Il répondait que personne ne voulait s'inscrire pour la plaidoirie. Je feins d'être surpris, je ne l'étais pas. Pour le réconforter, je posais ma main sur son épaule. En réalité, je voulais me la sécher. Et je lui dis avec gentillesse que si vraiment il lui manquait du monde, éventuellement je participerais. Immédiatement, ses yeux étincelaient de mille feux. Il était sous le charme. D'ailleurs, même ses cheveux avaient rougi. Je veux dire que je l'avais séduit. Les mots avaient une force. Je peux te rasseoir, Jonathan. Il m'indiquait alors qu'il y aurait une phase de qualification où je devrais affronter 2 autres candidats. Et après surmonter, ces candidats étaient redoutables. Il y avait un premier candidat, c'était le Polonais, venu en Erasmus. Il avait l'avantage d'être étranger. Tout le monde sait combien nous les portons dans notre cœur. Mais il avait surtout énormément de motivation. En effet, s'il perdait, il devrait retourner en Pologne. Enfin, Pologne, Nouvelle-Russie d'Occident. Il y avait également cet autre candidat, celui que je t'aimais le plus, le sourd-muet. Il avait la force de marquer les silences.
Malheureusement, ce jour-là, il ne réussit pas à en sortir. Finalement, il ne restait que moi, et la personne que la plèbe réclamait, la personne que le comité proclama, et peut-être que ce jury d'illustres inconnus l'acclamera. Ou alors, je tomberai en déchéance parmi les personnalités qui eurent leur moment de célébrité, mais qui sombrèrent tout aussi vite dans l'oubli. Certains d'entre eux tentent de revenir sur le devant de la scène, comme second choix, roue de secours. Ne vous inquiétez pas, j'aurai l'honneur de disparaître plutôt que de subir une nouvelle humiliation. Alors le thème, l'orateur est-il un séducteur? On l'a dit en introduction, évidemment. Je vais vous montrer les différentes dimensions de la séduction et techniques de l'orateur. En premier lieu, l'orateur doit savoir s'adapter. En effet, pour vraiment influencer, séduire une foule moins instruite que lui, il faut qu'il se mette à son niveau, qu'il ne donne pas l'apparence d'une supériorité mal placée, mais plutôt qu'il apparaisse comme le représentant de celle-ci. Sous cette apparence masquée, il véhicule ses idées et mène en balade son auditoire. Il faut donc que son discours soit accessible, à la portée de tous, sans pour autant négliger sa force de persuasion. Afin d'optimiser l'effet de séduction, il met en confiance le public, le fait rire, le public l'écoute. Par moments, il optera pour un côté mielleux et attendrissant. Sorte de fausse compassion et crainte. Puis il donnera de l'importance aux personnes présentes. Il les valorisera et fera sentir spéciales et uniques. Une fois la foule adoucie, il montre son autre facette, plus froide et distante, donnant l'effet qu'il n'est pas qu'un simple membre de cette foule, mais bien la personne la plus apte à les représenter. Ce côté plus distancié tiraille ses récepteurs entre deux sentiments antagonistes, une sensation de chaleur. L'orateur est proche de nos réalités, de nos vies. Il est à notre chevet en train de nous écouter. Et ce souffle glacial, l'exaucant comme personnalité avec du pouvoir, car possédant la faculté de juger, de prendre du recul et de ne pas montrer ses sentiments. De cette ambiguïté qu'il crée, il déchaîne les passions, car telle est sa tâche, à la différence du philosophe, aujourd'hui absent, qui par l'exigence de son texte, son inaccessibilité, apaise les âmes, pour ne pas dire les endort. L'orateur doit exciter, créer la polémique, fonder en chacun une opinion sur lui, ne laisser personne indifférent. Son tout, son but étant de toucher la sensibilité de chacun pour que toute personne se sente concernée par son discours. Ses qualités de fin psychologue l'aideront à exploiter toutes les failles qu'il décèle. L'orateur analyse constamment ses proies. Tous faits et gestes lui sont connus et ne vous laissera aucune chance de vous extirper de ses tentacules. Il poussera les gens de leur dernier retranchement avant de les rallier à sa cause. Afin d'expliciter ces quelques techniques, parce que là c'est très théorique et on est un cours de droit, je vais vous raconter au fil de mon exposé quelques petites histoires qui me sont arrivées. Ce sont des faits réels. Il y a un mois, j'étais sorti dans un bar branché bien fréquenté à Lausanne. Les faits sont réels, hein, les lieux n'existent pas. Il y avait ce soir-là une soirée HEC. À peine entré, je remarquai immédiatement cette fille magnifique. Ah, elle était belle. Je m'approchais d'elle pour entamer une discussion. Elle semblait a priori intelligente, masculine, vous me direz. Mais dès l'échange de quelques mots, elle changeait mon préjugé. Afin de ne pas paraître hautain, je lui ai dit que je faisais Sciences Po. Elle se sentait rassurée et valorisée par contraste. Je sentais que la discussion n'allait pas continuer très longtemps. Je m'y étais préparé. Le matin même, j'étais allé à la banque demander un extrait de mes états financiers. Et je commençais à lui parler d'économie, de comptabilité. Je lui montrais toutes mes actions, toutes mes obligations, l'ensemble de ma fortune immobilière. Mon ton charmant et envoûtant la séduisait. Elle commença à me raconter ses longues et dures journées à l'Uni. En effet, tenez-vous bien, elle restait chaque jour 1 heure après les cours étudiés à la bibliothèque. Je m'exaltais devant cette prouesse. Je lui demandais comment elle faisait, quel était son secret. Je la fis rire, elle voulait absolument me revoir. Je savais l'avoir séduite. Je l'avais d'abord mise en confiance, fait sentir spéciale, puis je m'étais abaissé à son niveau de discussion, en lui montrant que nous avions des points communs, pour enfin m'intéresser à son quotidien, tout en prenant du recul et en me gardant d'expliciter le mien. Vous le voyez, l'orateur est un fin stratège. Les mots qu'il utilise ne sont pas choisis au hasard. En effet,
ils se gardent de les sélectionner en fonction de leur force. On peut parler de la puissance des mots. Concrètement, l'utilisation de certaines paroles dans un contexte déterminé fera ressentir une émotion très forte à son interlocuteur. Pour donner une première image, rappelez-vous de la scène de la Madeleine de Proust. Dans le livre « À la recherche du temps perdu », Proust déguste ce gâteau et immédiatement cela lui fait ressurgir tout le souvenir de son enfance à Combray. Maintenant, prenez cette image, transférez-la au discours et cela vous donnera la recette pour faire chavirer des cœurs. En effet, l'orateur s'efforce de déceler les terrains sensibles pour y insérer ses mots et faire vibrer l'âme de sa victime. Le terme exact en linguistique, ce serait celui de tropisme. C'est faire naître un sentiment fugace, intense et inexpliqué, et que la seconde après avoir été ressentie s'efface immédiatement. Pensez concrètement à certains moments de votre vie où quelqu'un vous complimenta et cela vous marqua particulièrement. Cela vous imprégna à un tel point que vous essayez de faire renaître la situation, d'essayer de vous redire ce compliment, mais cela ne fonctionne plus. Le mot avait été dit dans un contexte, avec un certain ton, et ce moment-là appartient au passé. Pour accentuer la force du discours, il faut encore que l'orateur fasse vivre son texte, qu'il le charge d'émotions. Il doit savoir placer la voix au bon endroit pour maximiser la persuasion. Le rôle que revêt le paraverbal, soit ce qui accompagne les mots, est énorme. On a souvent tendance à l'oublier, mais l'éloquence n'est rien sans l'action. On peut disposer de bonnes tournures de phrases, mais elles tomberont à plat si elles ne sont pas bien dites. A l'inverse, un texte plus faible, je vous verrai plus tard, mais mieux joué, sera un rendement plus grand. C'est ce que Cicéron résume. Bon, alors Cicéron, c'était un grand orateur, on ne va pas aller plus loin. Éloquent, on ne l'est pas encore sans la beauté de l'expression, sans la vivacité et la lumière des figures, sans le nombre et l'harmonie de la phrase, sans l'élocution en un mot, il n'y a pas d'éloquence. Cela m'amène à vous souligner une nouvelle fois l'importance du langage, mais donc de la forme aussi. Ces diverses dimensions sont nécessaires à la romance, peut-être d'aujourd'hui. Et oui, l'amour passe par le langage. Nous le savons combien les préliminaires, la phase orale, sont importantes sous nos latitudes. Ayant demandé au professeur Tapi l'origine de cette importance, il a dit que cela venait d'une ancienne tradition romano, germano, canonico, helléno, porno européenne. Les mots sont indispensables à l'amour. On dit tendrement un « je t'aime » pour exprimer nos sentiments. Chaque garçon prépare avec impatience la phrase, je pense, la plus importante de toute la séduction, « veux-tu sortir avec moi ?» qu'il devra dire au bon moment pour conquérir sa bien ou son bien-aimé. 20 ans plus tard, cette phrase se transforme en « veux-tu m'épouser ?» Puis au moment fatidique, celui qui sonnera la fin de la vie sociale et tumultueuse de l'homme, « oui, je le veux. » Vous l'aurez compris, le langage est le médium entre les humains, seul vecteur de la pensée et a fortiori une arme redoutable de l'orateur dans la séduction. Cette fois-ci, vous avez eu la théorie par la théorie, par un discours sans exemple. De cette manière, maintenant, on va aborder une nouvelle dimension. À l'anglaise, on va raisonner par induction. Je vais vous raconter de nouveau une petite histoire qui m'est arrivée. C'était l'été passé, alors que j'étais en voiture, j'aperçus 4 filles en petite tenue, sortant probablement de la salle de sport. Alors que je m'approchais d'elles, une me fit signe de m'arrêter. Je baissai la fenêtre et immédiatement, je la complimentai sur son physique athlétique. Elle ne parlait pas bien français, mais elle comprit ma phrase et me remercia. Même pas quelques instants plus tard, elle me faisait des avances. Je lui dis tendrement que je voulais d'abord prendre un verre pour discuter. Nous allâmes dans un bistrot du coin. Tous les hommes me regardaient jalousement. Je lui demandai d'où elle venait. Elle s'appelait Katerina. Elle venait de Moldavie. Elle résidait en Suisse uniquement l'été. Vu le climat un peu plus doux pour son travail, je compris que c'était une saisonnière. Le courant passait bien, elle me complimentait, disait que je n'étais pas un homme comme les autres, j'étais vraiment quelqu'un de spécial. Je prenais le temps de la connaître au fond. Non, je ne suis pas comme ça. Avec tact, je lui proposais de continuer sur cette voie et d'aller chez moi. Oui, je suis un peu comme ça. À peine entrée, la température montait. Je précisais qu'elle avait l'usufruit
de tout mon corps, et j'exigeais pareil du sien. Elle fit semblant de ne pas comprendre. Alors j'ai déclaré immédiatement que tout fruit naturel naissant de cette union de ce soir lui serait pleine propriété. Je ne voudrais aucune prétention. Elle acquiesça tacitement. Nous apprenions à nous connaître charnellement, et je remarquai qu'elle ne cessait de regarder sa montre. Probablement, elle était angoissée que cela se termine. C'est alors qu'après un long moment, très très long moment, elle s'exclama en disant « 2 heures ». Je ne compris pas ce qu'elle entendait par là. Avec élégance, je lui murmurai à l'oreille que c'était que mon échauffement. Elle était fatiguée. Je n'insistais pas plus longtemps. Le lendemain matin, son attitude avait changé. Elle m'opposait une sorte de compensation. Je ne compris pas. Nous étions déjà échangé nos prestations. Il n'y avait plus rien à compenser. Après quelques minutes, je compris l'erreur dans laquelle j'étais. Eh oui, j'ignorais, mais c'était une coutume moldave, avec force obligatoire évidemment. Elle voulait que je compense pécuniairement cette nuit. Je déclarai immédiatement de me défaire du contrat pour erreur essentielle. On devait donc se restituer les prestations. Elle me répéta ce que je lui mis le soir d'avant. Ce fut douloureux et long. Mais nous étions quittes, justice avait été rendue. Elle souligna avant de partir mon côté très spécial, particulier, en précisant que je pouvais revenir la voir ce soir, au même endroit. Le soir venu, j'allais à nouveau rue de Genève. Elle était là avec ses copines en petite tenue. Alors que je m'approchais, une voiture bleue électrique me doubla et s'arrêta à son hauteur. Il baissa la fenêtre, dit 2 mots, elle monta dans la voiture. Probablement, lui aussi devait être un grand orateur. Vous le constatez, pour l'orateur, la vérité n'a aucune importance. À seule importance, la vérité qu'il fait naître. Il ne recherche pas le vrai, ceci appartient au domaine des sciences dures. Son objectif étant de construire à son interlocuteur une réalité détournée, dans laquelle il le fera baigner. Ce qu'ignore la victime, c'est que ce monde imaginaire dépend uniquement de la volonté de l'orateur. Il n'est qu'un artefact. L'orateur n'est alors qu'un illusionniste. Il façonne le monde tel qu'il aimerait être perçu et complaît son public dans cette ignorance artificielle. La racine commune se fait entendre. Hein. On parle d'artefact, d'artifice. Le substrat, c'est l'art. Une part de beau, une part de rêve qui séduit. Alors pour rester sur ce thème noble, il me faut parler du grand absent de la soirée. L'orateur le plus vertueux et apprécié de toute l'université. Une personne qui a le goût du verbe, le brushing parfait, l'élégance dans chaque phrase. Non, ce n'est pas Marc Toriel. C'est le professeur Papo. Lui-même détient le taux de séduction le plus élevé de toute l'université. Environ 70% des étudiants qui participent à son cours reviennent l'année suivante, redoublant d'envie de le voir à nouveau. Alors là, vous vous demandez... Vous vous demandez quel est son secret. Comment fait-il pour séduire autant? Je vais vous le dévoiler. J'ai percé son secret. Mais j'ai un peu peur d'ouvrir cette boîte de Pandore. Son secret, c'est qu'il sait papoter. Eh oui! Ce style unique, un léger plissement des yeux, suivi d'un silence. Et un discours parfaitement ficelé. Probablement, s'il était parmi nous, il aurait commencé par dire séduction. 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 Du latin seducere. Détourner du droit chemin. C'est terrible et beau en même temps. Avec des mots qu'on ne connaît pas, il aurait probablement dit « Doit-on en abduire que ce serait le seul chemin vers la justice ?» Puis vous aurez brossé un panorama de l'orateur, de la Grèce antique à nos jours, en passant par les écrits d'Aristote, Platon et ses copains.
Si je mentionne notre cher professeur, c'est parce qu'il m'a confié une tâche. En effet, je dois rappeler aux premières années la signification de ce deuxième chiffre, qui d'ailleurs appelle correction. Ce n'est non plus 110 880, mais 110 865. Le mystère est plein. Les gens d'HEC ont trouvé. C'est le nombre de minutes qui vous sépare des débuts des examens de juin. Alors, bon, cela fait naître une dernière réflexion. Vu le peu de temps qu'il vous reste, votre droit chemin aurait été celui de la bibliothèque, des études, des révisions. Et si pourtant vous êtes resté m'écouter, ce qui vous éloigne de cette voie juste, c'est que vous avez été détourné, donc séduit. Et oui, le syllogisme est imbattable. L'orateur est donc bien un séducteur. Mais je ne fais aucun souci pour vous, les premières ou les deuxièmes aussi. Hein. Vous êtes probablement tous talentueux. D'autres l'ont fait avant vous, regardez. Peut-être, pour vous motiver, gardez à l'esprit cette phrase qui m'a beaucoup aidé toutes ces années à l'université, qui m'aidera encore, je crois. C'est une phrase d'un grand poète contemporain. Tout le monde le connaît. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ou bas. Avec malheur, j'arrive au terme de mon exposé et je souhaitais faire un dernier aveu. Vous l'avez remarqué, j'ai des tendances sadomaso. Mais je ne dis pas ça pour que vous, mesdames, m'écriviez, bien qu'il y ait une liste à côté du bureau, pour ceux qui seraient tentés, mais plutôt pour vous, cher Mathieu et cher jury, flagellez-moi, faites-moi mal, cela me fera un grand bien. Chargé en humour et en imitation. Donc on va tout de suite passer la parole à Mathieu Rochat qui va nous donner son avis sur la question. Mathieu Rochat. Vous m'entendez? Alors, bonsoir chers amis. Bon, je vais tout d'abord peut-être répondre quelque peu à mon cher collègue, M. Habib. Alors, je voulais simplement vous dire que s'il est vrai que je suis un candidat de second choix, au secours, il dit, votre prestation prouve, elle, que votre présence ici n'est due au fait que je ne me suis moi-même pas présenté à la sélection de la UNEF. Quant à vos chiffres, j'ai une autre interprétation pour vos chiffres, monsieur Habib. 118 880, c'est plutôt le nombre d'heures que j'ai ressenti en vous écoutant. Et 70%, c'est le temps de votre exposé où vous nous avez parlé de votre vie palpitante. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est vrai, je ne suis pas Monsieur Papon. En effet, l'AEDL, devant cette terrible et mystérieuse défection, a décidé de me ressortir du placard pour le remplacer. Je vais tirer les conséquences, penser que je pouvais du coup avoir peut-être quelques talents, et donc je voulais faire passer un message. Si, comme l'AEDL, vous avez besoin de quelqu'un à remplacer en urgence pour un événement oratoire, je suis disponible. Je fais tout. Je fais notamment les discours d'anniversaire, les oraisons funèbres, les déclarations d'amour, les demandes en mariage et les discours de garçons d'honneur. Pour tout contact utile, vous pouvez venir me voir après la séance. Alors, je vais aborder la chose sous deux axes de réflexion. Un axe social et un axe politique. Donc, dans un contexte social, cette question, mais cette question est d'une naïveté incroyable.
Mais comment peut-on croire, au XXIe siècle, que les orateurs sont encore des séducteurs? Faisons une petite comparaison. Dois-je rappeler que notre belle jeunesse a depuis longtemps déserté les opéras et les salons du XVIIe siècle, lieu de la séduction par excellence et par l'excellence, dans lesquels telle Racine ou telle Molière enchantaient ces demoiselles et dames par leurs phrases éclatantes d'intelligence, véritable danse des mots et d'agilité du langage? Mesdemoiselles, je crois que vous n'imaginez pas les ressources qu'il faut aux hommes pour vous séduire. Ainsi, à cette époque, pour vous séduire, chers membres de la gente féminine, il fallait être un poète qui vous déclamait, vous susurrait des déclarations enflammées, dans lesquelles on vous vantait un cœur offert et esclave, prisonnier du visage de la femme aimée, auprès duquel il fallait être un orateur de talent. Je ne surprendrai personne en vous disant que la situation actuelle est un peu différente. En effet, nous retrouvons nos séducteurs du XXIe siècle. Changement de décor, le lieu de séduction c'est le bar, la boîte de nuit, temple de son et de lumière, au lieu de culture. Et là, ils ne sont pas... les séducteurs ne sont pas non seulement moins brillants que leurs illustres aînés, mais ils font exactement l'exercice inverse. Le séducteur d'aujourd'hui, en réalité, vomit l'orateur d'hier. Le séducteur, il étouffe l'ancien orateur qui sommeille en lui, et qui pour certains sommeille très profondément. Car enfin, quel homme parmi vous, parmi nous, aurait voulu dire à une belle fille, rencontrée, fantasmée, rêvée: tu es incroyablement lumineuse de beauté. Tu étourdis mes certitudes les plus absolues. Je crois que je tombe amoureux. Et qui, voulant séduire, devant la crainte de paraître ridicule, de faire fuir l'être aimé, d'être rabaissé à un intellectuel coincé et inintéressant, lui a dit: j'arrive pas à croire que t'aimes la vodka, toi aussi. Néanmoins, mes amis, ne soyons peut-être pas si pessimistes, car il y a deux lueurs d'espoir. Deux exemples, des jeunes et des moins jeunes, dont j'aimerais vous parler. Car si l'orateur est mort, chose facile à dire, c'est sans compter sur de grands héros de la résistance oratoire que nous voulons évoquer ce soir. Imaginez la cinquantaine, fan de Johnny, Marcel de ces hommes laisse entrevoir des aisselles suintantes de transpiration sensuelle, la chaîne en or flottant aux quatre vents, délicatement posée sur les poils de leur torse velu. Je veux parler du vieux pilier de bar, le bon vieux beauf, qui dit par exemple: ton père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Eh bien, c'est une espèce en voie de disparition. Du coup, j'ai un appel à faire à toutes les demoiselles de l'auditoire. Laissez-vous séduire par ces hommes-là, afin que les générations futures puissent aussi les connaître. Il en va de votre responsabilité. Le second exemple, c'est un orateur plus jeune, plus dynamique. Si le jeune homme, au sens ancien du terme, celui des salons que nous évoquions, n'existe plus, il ne faut pas oublier des orateurs d'un genre nouveau, de notre génération, qui font chanter la langue française à leur manière. J'en veux pour preuve un mot que vous connaissez tous, un mot dont nous allons faire l'étude fort sérieuse. C'est un mot fort utilisé, mais souvent méconnu. C'est le mot « choper ». Également connu dans sa version verlan « pécho ». En effet, celui qui dit à une fille, peut-être l'inverse aussi, « j'ai envie de te choper »,
Bon, c'est très généralement un degré de conscience puissamment alcoolisé et en fin de soirée. Eh bien, en réalité, il ouvre un immense champ des possibles. En effet, différentes interprétations se trouvent ici. On pense que c'est au minimum embrassé, comme le souligne d'ailleurs la très sérieuse revue Oxford Healthcare and Management d'octobre 2009. Car qui dans cette salle peut me donner la définition exacte de ce mot? Personne. Personne. Et c'est ainsi que je reprends espoir, que je me dis que peut-être un jour, le séducteur sera à nouveau un orateur. Ce mot vous fait rêver, car il est indéfini et vague. Et c'est peut-être ça, la relève des séducteurs d'antan. Non pas la précision des mots, mais le fait qu'ils sont flous. Maintenant, j'aimerais arriver au second point de notre réflexion, qui se doit d'être plus grave. Car la question des membres de l'AEDL, question qui, je pense, doit prendre de nombreuses heures de réflexion, n'est pas anodine. Cette question n'est pas anodine. C'est même une question grave. La question politique est en effet, n'est pas tant de savoir si les orateurs sont des séducteurs, c'est plutôt que les orateurs ne doivent pas être des séducteurs. Car enfin, la séduction, et quand je parle de celle-ci dans ce contexte, je ne parle pas de la bonne séduction, soit celle qui est faite en un but altruiste, non, je parle de la séduction comme artifice, qui ne doit que nourrir des intérêts personnels, des buts personnels, des égoïsmes qui ne profitent qu'à soi afin d'asseoir un pouvoir. Cette séduction a besoin profondément, pour électriser les foules, d'être portée par une voix, par un souffle, par une âme, par une incarnation que seul un orateur peut lui donner. Le résultat donne ce que l'on appelle la démagogie, le sophisme, des discours creux, mais terriblement efficaces. Pour parler juridiquement, on pourrait dire que la séduction c'est le fond, et l'art de le dire c'est la fin. Comme je suis un homme profondément altruiste, que je suis plein de tendresse et de bonnes intentions, faisons un petit test ensemble. Je vais vous faire visiter les coulisses de la tête de l'orateur, séducteur, politique, qui veut faire un beau discours bien démagogue. Étape 1, nous circonscrire. Je dis bien inscrire, nous circonscrire. Nous circonscrire dans l'espace. Nous sommes, par exemple, des gens de l'Internef. Bâtiment d'une qualité architecturale rare, soit dit. De l'Internef, donc, qui renferme l'âme de nos belles facultés de droit et d'HEC. Ce faisant, je vous inclus dans mon groupe. Nous faisons partie d'une même famille, dont, par l'aire géographique, sont exclus d'autres groupes, comme par exemple, mon exemple est complètement fortuit, la faculté des lettres. L'étape 2. Maintenant que nous avons un groupe, une famille, que l'on sait qui en est et qui n'en est pas, il convient de nous donner des caractéristiques propres, tout en mettant en évidence les caractéristiques de l'autre groupe. Au hasard toujours la faculté des lettres. Attention, nos caractéristiques sont toujours positives. Et celles des autres toujours négatives. Ainsi, nous, les étudiants de l'Internef, nous sommes ambitieux, contrairement à d'autres. On se comprend. Nous sommes ici pour réussir, contrairement à d'autres. Nous habillons bien, contrairement à d'autres. Et nous mangeons sur des chaises en été et pas sur la pelouse. Vous avez compris le principe. L'étape 3, maintenant que nous avons un groupe d'à côté, dont nous faisons partie, dont on se sent solidaire, tributaire et fier, d'un autre côté, un autre groupe qui nous est étranger et dont il faut maintenant prouver, en tant qu'orateur, que ce groupe veut poser des problèmes, ou va poser des problèmes, nous veut du mal. Et pour cela, n'hésitez pas à user du mensonge et des caricatures, ça marche toujours.
allez-y à fond. Parce que sinon, je vous parle pour rien. Il faut que j'ai un véritable motif qui m'amène devant vous. Ce problème que l'autre groupe nous inflige, il doit toucher directement les compétences que nous avons vues au numéro 2. L'étape 4, enfin, c'est vous proposer ma solution. Et alors là, rien de complexe. Il faut la solution la plus simplistique possible et la plus symbolique. Et enfin, l'étape 5. Enrober le tout de beaux effets rhétoriques comme l'anaphore, par exemple. L'anaphore, c'est le fait de répéter au début de chaque phrase le même début de phrase, ce qui produit un effet d'excitation dans le public. Voilà, alors on a fini avec l'explication. Maintenant, place au discours. Alors attention, j'ai envie que vous imaginiez que je suis un vrai homme politique bien sérieux qui va faire un bon gros discours, ok? Alors n'hésitez pas. C'est parti. Mes chers amis, mes très chers camarades de l'Internet, c'est le cœur lourd que je viens dans nos magnifiques auditoires de notre bâtiment bien aimé, socle de nos valeurs, qui sont celles de réussite, d'ambition, mais aussi d'espérance capitaliste. Selon des témoignages officiels que l'on vient de me communiquer, j'ai acquis la certitude que de dangereux anarchistes de la cafétéria autogène, la faculté de lettres, préparent dans le plus grand secret une action d'éclat contre notre bâtiment. Ils veulent en effet continuer à placarder encore plus d'immenses affiches nous encourageant à devenir végétariens. Des affiches sur lesquelles il est écrit que les capitalistes ils sont pas gentils, que l'argent c'est pas beau. Des affiches qui remplaceront les nôtres si nous ne faisons rien. Ce n'est pas une attaque contre un bâtiment, c'est une attaque contre nous. Nous, étudiants de l'Internet, nous refusons qu'on nous impose des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Nous, étudiants de l'Internet, nous avons la possibilité de dire non, ici et maintenant. Nous, étudiants de l'Internet, nous savons que nous pensons par nous-mêmes. Commencez à avoir le frisson. Nous, étudiants de l'Internet, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous, étudiants de l'Internet, nous allons leur montrer que nous ne nous laissons pas faire. Nous, étudiants de l'Internet, eh bien je vous invite à voter pour moi. Car je vais ériger une immense barrière étanche entre nos deux bâtiments pour vous protéger et pour protéger nos valeurs. Alors, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais pendant que je faisais mon discours, vous étiez en mon pouvoir absolu. Si, je vous assure. Vous étiez sous mon pouvoir absolu d'orateur. Et vous auriez pu faire des bêtises. J'aurais pu vous demander de faire des choses contre les ennemis que j'ai désignés. Vous m'auriez suivi parce que vous m'auriez suivi. Et ça aurait pu être très grave. Donc, par cette petite démonstration, j'espère vous avoir montré que les orateurs ne doivent pas être des séducteurs. Car si ce que je viens de faire est absurde, voire peut-être grotesque, les conséquences peuvent être infiniment graves quand des nations tout entières se font séduire de la sorte. En conclusion, j'aimerais vous dire, attention. Car si maintenant, une petite voix dans votre tête vous dit «
à quel point vous trouvez que j'ai raison. À quel point vous avez trouvé mes arguments percutants. Alors, n'aurais-je pas été un peu un orateur et un séducteur? Bon, chacun en a pris pour son grade. C'est pas ma tâche de critiquer, mais je veux juste dire quelque chose. En fait, moi, je suis pas roux. Je suis blond vénitien. Voilà. Et puis alors, je crois qu'on peut encore les appeler très fort, les deux. Bravo pour ces belles interventions. On va tout de suite entendre le jury. Donc sur ces prestations, ils auront 5 minutes chacun. Et on va entendre leurs commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. En commençant par Maxime Rocafort. Alors Maxime Rocafort a obtenu une licence à l'UNIL et un post-grad à Bruxelles. Fabuleux. Il a fait son stage avocat à Genève et il s'apprête à passer le brevet. Il a gagné le concours Nanceau 2011 et a représenté Genève dans un concours international à Montréal. Ça vous embauche un point, hein. Bon. Je dois vous avouer que cette soirée a très mal commencé pour moi, parce que je me suis aperçu que je n'avais pas respecté le dress code. J'ai oublié mon pantalon rouge à la maison. Je n'en voudrais pas si j'ai choisi l'uni. D'accord? Ensuite, deuxième déception. Je venais pour entendre plaider et critiquer, avoir le prestige de critiquer le professeur Papot. Celui-ci s'est débiné manifestement sous les coups de boutoir que vous lui avez assénés l'année dernière. Alors, je vous proposais quand même de l'appeler parce que je suis sûr qu'en fait c'est lui. Nous ne sommes pas légitimés à vous critiquer. Alors, regardez, j'ai la même barbe que vous, peut-être une barbe enfantine. Et je pense qu'il est caché quelque part, qu'on a été totalement mystifié par cette association. Donc je vous propose de le faire venir. Alors, suivez-moi. Où t'es, Papot, où t'es? Papot, où t'es? Où t'es, Papot, où t'es? Où t'es, Papot, où t'es? Alors vous l'aurez compris aussi, moi, le but en fait c'est de faire gagner du temps à mes amis qui sont en train de préparer des rats bien meilleurs que les miens. Alors c'est pour ça qu'on m'a envoyé en frontline. Mes amis qui sont ici sont des véritables lions en cage. Donc on a d'abord Monsieur Nantermo, politicien, nourri à la mauvaise foi. On a aussi le rugoyen de service, Alessandro Brenci, assoiffé de sang. Et le dernier, je n'ose même pas vous en parler, la dernière fois que je l'ai regardé, je me suis tué pendant 3 semaines. Donc, bonne chance. Donc on a estimez-vous heureux, vous allez d'abord être critiqué par le bon, ensuite viendront les deux brutes et le truand. Bon, par qui je commence? Albert Habib. Mon brave Albert Habib. Vous avez l'humour pour vous. Ça, c'est une chose, c'est une belle qualité, hein, pour plaider, c'est l'humour. Un vocabulaire fleuri, un agencement des mots qui fait penser un peu à des romans de vieilles jouvencelles, enfin de jeunes jouvencelles, dont le titre pourrait être Carnet de route d'une petite salope. Par une captation de bienveillance qui est, ma foi, fort longue et qui nous a un petit peu ennuyés. Vous nous parlez de partenariat enregistré, de tendresse et d'affection, dans un style très gay-friendly, vous l'aurez compris. Ensuite, d'immatriculation, de connaître au fond. Enfin, moi, je me suis dit, il va se passer quelque chose. J'ai peur. Et puis, ça s'est assoupli un peu comme ça. Comme ça m'a fait penser un peu à Racine, vous savez, les plaideurs. Il y a cette parodie où le plaideur qui arrive et qui a une précoce quasiment. C'est des je vais plaider, je plaide, j'ai plaidé. Une longue partie que vous avez qualifiée vous-même d'exposé, parce que c'était un exposé, il ne manquait plus que le PowerPoint. Vous avez essayé de nous enseigner des
choses au tableau, mais moi je ne parle pas cette langue, monsieur. La mienne est autrement plus châtiée. Et alors, sur un ton guimauve, vous nous expliquez vraiment en détail votre journée quotidienne, ça a été très bien pastiché par votre ami. Alors, moi je vais vous dire comment je l'ai vécu, c'est comme un tuto maquillage sur YouTube. C'était vraiment ça. Alors, le plaideur, si il veut avoir un regard intense, donc il doit blusher. D'ailleurs, je viens d'essayer pour vous, j'ai testé pour vous les nouvelles petites palettes de blush de chez Guerlain, elles sont fantastiques. Donc vous avez parlé ensuite d'exciter, de titiller, enfin on a bien compris ce que vous vouliez nous faire. Et ensuite, vous nous dites, ok, je me fixe sur la notion de plaideur, et alors je vais dire, le plaideur doit être convaincant, il doit être crédible, et vous prenez comme premier exemple, vous vous mettez en scène avec une femme. Là je me dis, il me prend pour un con. Il me prend un peu pour un con. Parce que je commençais gentiment à entrer dans son raisonnement, je vais accorder un certain crédit, et puis pas, je suis éliminé au premier piquet. Bon, je vais en terminer avec vous, vous nous avez fait un cadeau. J'ai remarqué que vous aimez bien le passé simple. Je vous ai aussi fait un cadeau, je vous ai écrit un petit poème. Dit Albert Habib, bel escroc que vous fûtes pour mes oreilles tout le mal que vous butez. Enfin, vous avez eu l'outrecuidance de traiter le jury d'anonyme. Eh bien, mon cher l'anonymat, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, ensuite, Mathieu Rocha. Quelle déception, Mathieu Rocha. Quelle déception. Un bel homme, intelligent. J'ai un petit côté gay-friendly comme ça, mais moins. Et puis on s'attend à quelque chose de profond, il y a une belle fragilité qui laisse supposer du succès à l'adolescence. Ensuite, vous me racontez que vous avez un agenda surchargé, alors ça allait supposer un célibat. Hein? Et puis, c'est bizarre avec vous, parce qu'on avait envie de s'accrocher à une histoire, donc on se dit, bon, lui au moins il a ramené du fond, l'autre nous a raconté ses journées, et puis il a traité le sujet à fond. Alors je me dis, bon, c'est orateur, plaideur, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui est rentré dans le cœur du sujet. Vous êtes resté terrien, vous êtes resté éminemment terrien, il fallait monter un peu à l'universel. De quoi se compose une plaidoirie? Une plaidoirie, les anciens nous l'enseignent, c'est il faut plaire, il faut enseigner et il faut convaincre. Et vous êtes resté juste dans la démonstration bas de gamme. C'est dommage, vous valez mieux que ça, monsieur Rocha, vous valez mieux que ça. D'ailleurs, vous ne faites pas votre politique, cette petite mèche comme ça me fait penser furieusement à celle de Claude Ruet, l'appartenance PLR comme ça, partie du libertinage radical. Non. Ensuite, donc, le raisonnement. Donc, j'ai essayé de vous suivre. À un moment donné, vous dites la séduction, c'est le fond, et puis l'art de le dire, c'est la forme. C'est simple, mais vous m'avez quand même largué, moi. J'aurais dit plutôt que la séduction, c'était de toute façon la forme. Le contenu qui appelle à l'éthique, il fait plaire à l'enseigner, le docker du plaideur. Vous êtes focalisé sur un des termes, des trois entités que j'ai décrites tout à l'heure, et vous l'avez scindé en deux, comme par paresse d'esprit ou bien fermeté, je ne sais pas. Et ensuite, le reste de l'argumentation était, ma foi, un peu flottant. Hein, mais bon, vu que le thème était bateau, vous avez réussi l'exercice. C'était un peu ça. Alors écoutez, mes amis, vous êtes une énigme. Je vais céder la parole aux trois loups qui s'apprêtent à se lever. Merci beaucoup. Merci quand même, je redeviens un peu moi-même, merci quand même d'avoir honoré laboratoire dans ce canton fait de taiseux, il faut bien le dire, de gens taciturnes. Le canton, c'est dur de briller dans le canton où on n'aime pas les têtes comme vous qui dépassent, vous voyez. Vous avez fait un acte de résistance, un acte de foi comme ça, et ça c'est bien. Et ça fait un peu ça qu'on dit, c'est bien. Non, le jour, une amie me disait justement, mais Maxime, avec ta grande gueule, tout ça, t'as trop jeune voix.
Le vaudois, il est taiseux, il réfléchit pas du tout. Elle me dit, mais oui, chez nous, le silence est d'or et la parole de fumier. Et là, j'ai compris. Donc, je vous laisse avec les autres fumiers. Merci beaucoup. C'était brillant, évidemment. C'est pas moqué de vous. Alors, deuxième membre du jury, il s'appelle Philippe Montermo. Alors, il est titulaire d'un master de droit dans Saumur, à l'UNIL. Il est également avocat, maître Philippe Montermo, co-président des Jeunes PLR jusqu'en 2013. Il est actuellement assistant diplômé et doctorant en droit de l'aménagement du territoire. Député au Grand Conseil valaisan, premier vient ensuite la liste PLR au Conseil national, le plus politicien des intervenants de ce soir, Philippe Montermo. Vous êtes beaucoup plus gentil. L'orateur est-il un séducteur? Après vous avoir entendu, je me suis demandé est-ce que l'orateur est-il un humoriste? Parce qu'en fait, vous avez confondu séduction et humour. Je veux bien qu'il y ait un dicton qui dit que femme qui rit à moitié dans son lit. En ce qui vous concerne, je pense qu'elle commence à rire quand elle est complètement dans votre lit. D'abord, monsieur Habib, alors je ne connais pas grand-chose aux humoristes et pas du tout ma tasse de thé d'ailleurs, c'est pas mon truc l'humour, mais vous me faites penser à Bigard. Tout au niveau du niveau. J'ai noté, vous avez prononcé porno, oral dans un porno profond, toujours dans un porno, SM, et puis tout ce que vous avez trouvé sur le professeur Papo, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, c'est papoter. Non, c'est médiocre. Quant à vous, je dirais, vous me faites penser à Dieudonné, sans la quenelle. C'est à peu près aussi peu drôle que Dieudonné. Ça se veut politique. Mais c'est ça. Non, je suis allé sur Wikipédia pendant que je vous écoutais parce que je n'ai pas tout à fait compris la chose. J'ai cherché qu'est-ce que la rhétorique, puisque c'est un concours de rhétorique, et Wikipédia, qu'on n'est pas censé citer à l'université, mais tout de même nous dit que la rhétorique est l'art ou la technique de persuader, généralement au moyen du langage. Je n'ai pas du tout été persuadé. Avant de venir dans cette salle, je pensais que l'orateur était un séducteur. Et manifestement, non. Non, à vous écouter, en fait, vraiment, l'orateur est un humoriste. Et vous avez complètement confondu le simple fait d'amuser la galerie, le fait de la convaincre d'un objet beaucoup plus profond que ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de juristes ici, et sachez qu'un jour, dans votre parcours de juriste, vous devrez apporter autre chose que simplement des blagues, faire rire les juges, parce que le type derrière vous, qui risque 5 ans de prison, vous n'allez pas rire du tout. Il s'attend des arguments un peu plus profonds que ceux. Alors je vais commencer par M. Rocher. Vous avez fait une démonstration en 5 étapes absolument incompréhensible. Je suis incapable de rappeler une seule. Vous avez fini par vous moquer des politiques, facile, très facile. La mèche de Claude ne suffit pas. Et finalement, ce que je retire de votre discours, c'est que vous avez un humour simplement un peu plus old school que Bigard. Habib, alors là j'ai compris votre argumentaire. Votre argumentaire consistait à dire, d'abord je vous accueille à H ou M, plutôt moins 110 880, et je vous lâche à M moins 110 865. Et alors là c'est vachement plus grave, parce que vous confondez séduire et tenir la jambe. Non, parce que dans ma fait l'expérience d'avocat, j'ai eu des clients qui m'ont appelé, qui m'ont gardé pendant 15 minutes au téléphone, sous, et qui m'expliquaient pourquoi il fallait absolument que j'intervienne auprès de la police communale ou auprès de l'autorité judiciaire pour qu'on lui rende sa fille. Évidemment, il n'était pas très convaincant au téléphone, mais il arrivait à me séduire, selon votre définition, pendant 15 minutes. Il y a même des professeurs dans cet établissement qui sont capables de vous séduire pendant 1h30, 2h30. Moi, je crois que là, vous vous êtes un peu trompé sur le terme de séduction. Et plus que séduire, j'ai l'impression que vous avez cherché le compliment en étalant votre culture. Vous avez parlé de plein d'auteurs, vous avez parlé de la Madeleine de Proust, en rappelant d'ailleurs que c'était la recherche du compliment.
Et au final, en fait, j'ai trouvé que vous vous exprimez en effet très bien, bien mieux que moi, et très certainement qu'une bonne partie des critiques ce soir, mais par contre, vous parlez bien pour ne rien dire. Et c'est un problème quand on est un orateur, surtout un futur avocat, des futurs avocats, parce qu'il est quand même essentiel, si vous voulez convaincre votre public de choses plus importantes que simplement de votre capacité à parler, eh bien, il faut avoir quelque chose à dire. Pour cela, j'ai de la peine à trancher entre vous deux, et séduire, c'est aussi avoir l'air intelligent. Vous avez échoué à cette étape-là. Et puisque je ne peux pas vous distinguer sur la couleur du pantalon, eh bien, je choisirai M. Habib pour les chocolats qui, je dois dire, étaient excellents, mais ne sont pas doux. Je vous remercie. Troisième membre du jury, Alessandro Brecci. Il a passé sa licence de droit à l'université de Lausanne lui aussi. Il a été ensuite assistant doctorant du professeur Papot, comme quoi son disciple est parmi nous quand même. Il a écrit une thèse et puis actuellement il est avocat stagiaire et pour le citer, il se passionne pour l'art rhétorique tel qu'envisagé par les antiques. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Très difficile de passer après deux éminents orateurs de cette trempe, de ce front. Ce qu'il ne faut pas dire, le front de Maxime Rocafort est brillant et luisant, raison pour laquelle on l'a envoyé au front justement, pour qu'il débroussaille un peu le terrain. Je sais que les débats se Alors quand M. Rutschmann, Jonathan, a cette pipette vénitienne très vive et ce petit regard un peu taquin, nous a contactés pour essayer de critiquer les deux orateurs de ce soir. Il nous a demandé d'être piquant. Je dois vous dire qu'à la fin de cette soirée, je préférais être piqué. Voire électrocuté. Voire même, et là je pense que j'entre sur un terrain glissant, gazé. C'est fou quand même comme un noir, quand il attaque la communauté juive, rend toute la situation, tout le monde est en train de tomber par terre. Je prends un exemple, plusieurs exemples pour essayer de trouver quand même un terrain optimiste ou positif à cette situation. Vous voyez, en France, le Front National est arrivé en tête. Côté optimiste, je me dis que, vu le nombre de chemises brunes qui va se vêtir sur des corps blancs, ça va permettre de compenser le nombre de chemises blanches sur des corps bruns. Donc, sur ce point-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose de positif. On nous dit également, à partir du 9 février, la Suisse a fermé les frontières. Essayons de trouver un aspect positif à cette situation. On a trouvé alors, maintenant, la solution pour réembaucher les videurs de boîtes de nuit. On peut les mettre en tant que garde-frontières. J'aimerais rentrer en Suisse, s'il vous plaît. C'est pas possible. Non, mais je dois aller juste faire mes courses. Non, c'est pas possible. Sors de ta voiture. Rampe. Pleure. Dégage. Alors, c'est armé de cet aspect positif que j'ai analysé les deux discours plutôt vides, raison pour laquelle mon intervention sera courte, plutôt vide de M. Habib et de M. Comment il s'appelle là? Rochat. Mon petit Habib. Mon petit Habib. Mon petit Polonais des sables. À vous écouter, l'orateur n'est pas un séducteur. C'est au mieux un proxénète. Au mieux une prostituée. Alors, effectivement, on a relevé le champ lexical de la prostitution dans le cadre de votre intervention. Séducteur, prédateur, acheteur, barbouché. Vous allez au 43-19, 43-16 par hasard, parce que vous êtes tellement gay-friendly que c'est assez impressionnant. Votre habillement, votre condescendance parfois, la banque, l'argent. Vous essayez de mettre en confiance à travers l'argent ou à travers la séduction assez gratuite, ce qui est quand même assez étonnant pour un proxénétisme. Donc, la question que je vous pose, êtes-vous un séducteur?